Donc alors bonjour Johan Nobodai, comment vous êtes-vous connu et rencontré? Bonjour. Alors, c'est moi qui ai découvert Nobodai par l'intermédiaire du site du Zéro. Et à la base, en fait, on s'est connus par rapport à un projet qui consistait à développer une association pour promouvoir les jeunes talents et leur permettre d'avoir des projets sur lesquels ils pourraient non seulement se faire de l'expérience, mais par la suite aussi enrichir leur cerveau, mieux se vendre et se faire connaître auprès des professionnels. Donc j'avais développé ce projet avec une collègue et j'ai découvert donc Nobodai parmi ces jeunes talents et je l'ai invité à rejoindre cette association qui malheureusement n'a pas fonctionné. D'accord. Donc maintenant Johan Nobodai, si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce que vous faites comme activité IRL, je veux dire? Alors, comme activité IRL, là ça devient un peu plus compliqué. Moi je viens de mes études au niveau du marketing et je fais pas grand chose. Je vais consacrer beaucoup de temps en fait à l'heure actuelle à Aurore et à essayer de combler mes fins de mois pour subsister. D'accord. Et pour ma part, je suis actuellement en quatrième année d'école d'ingénieur, donc toujours étudiant, ingénieur informatique, et je suis actuellement en stage dans une entreprise. Donc pour l'instant c'est ça, et puis développeur sur Aurore en même temps. Alors après, faut pas oublier qu'on complète également notre temps en fait avec le développement d'une société, puisque maintenant on est propriétaire d'une société qui est surtout orientée en fait dans ce qu'on appelle le B2B, qui ne concerne pas vraiment Aurore Server, et sur lequel on est en train actuellement de développer nos activités pour en vivre, c'est l'objectif. D'accord. Donc maintenant passons à la deuxième question. Quand et comment l'idée vous est-elle venue de créer ce serveur? Alors là, ça devient un petit peu plus compliqué. Créer un serveur comme ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas en claquant des doigts et en se levant le matin en se disant allez on va créer un serveur. Généralement quand on agit comme ça, on aurait plutôt tendance, j'ai envie de dire, à aller droit dans le mur. Il faut avoir une certaine expérience, étudier un peu le terrain et pas faire les choses n'importe comment. Alors cette idée, elle est venue en fait du fait que au tout début, j'ai également connu mes heures où j'ai été joueur et j'ai pu découvrir que par rapport aux autres serveurs privés, il y avait un grand problème de qualité. C'est-à-dire qu'on proposait un service à destination des joueurs, mais après on avait tendance à envoyer paître les joueurs en leur disant débrouillez-vous, vous êtes sur un serveur privé, il n'y a pas de service pour vous assister, et on avait tendance à voir très rapidement aussi des abus de pouvoir ou des autorités pas tout à fait honnêtes au sein de chacun de ces serveurs. Donc en voyant ces différents éléments, je me suis dit qu'il y avait vraiment un moyen en fait de proposer un service, véritable assistance à destination des joueurs, en leur donnant des garanties et surtout des droits pour qu'ils puissent avoir un confort de jeu sans avoir la crainte de se faire bannir du jour au lendemain ou sous prétexte d'avoir dit quelque chose de travers, se voir également couper leurs droits. Donc ça a été l'objectif en fait au tout début pour créer un serveur. C'est notre politique de base. Cette idée donc remonte à plus de 4 ans. Et à l'époque, on voulait, du moins je voulais, puisque je connaissais pas encore Nobodai, développer un serveur sous PC du nom d'Utopia. Au début, il a plutôt très bien fonctionné. On a eu une très grosse réussite durant ces 2 premiers mois d'existence. Le souci, c'est que j'ai oublié de me protéger en interne et je ne savais pas, par manque d'expérience, qu'on pouvait très rapidement se faire doubler par ses associés, puisque être à la tête d'un tel serveur, ça représente un certain pouvoir, un pouvoir que beaucoup de personnes malheureusement convoitent. Donc suite à cette désagréable expérience, le projet est malheureusement mort. J'ai dû repartir de zéro. Et entre-temps, j'ai découvert Nobodai et suite à notre collaboration, on a décidé de vouloir ouvrir un serveur sous Cataclysme, puisqu'à ce moment-là, on savait que la version Cataclysme n'allait pas tarder à arriver sur le marché. D'accord. Ça a commencé à peu près, on va dire, durant juin 2010, à peu près, où on s'est recontacté pour avoir différents projets, voir un petit peu ce qui pouvait être faisable là-dessus. Et finalement, Aurore est vraiment née, on va dire, depuis juillet 2010, pendant lesquels on a commencé à travailler sur le site, travailler sur une première version du serveur. Avant de commencer sur Kata, on a essayé un petit peu sur un serveur BC, en attendant
que la version Kata sorte. Et finalement, donc, on a pu sortir la version Cataclysme de Aurore en janvier 2011, donc le 7 janvier 2011, un mois exactement après la version officielle. D'accord. Et du coup, créer un serveur WTLK, ça ne vous a jamais tenté? C'est pas que ça nous a jamais tenté, c'est que c'était stratégiquement suicidaire. Comme je disais, ouvrir un serveur, ça se fait pas n'importe comment, et il faut étudier correctement le marché. À ce moment-là, les serveurs OTLK, c'était un marché qui était submergé. Il y avait déjà beaucoup de serveurs, beaucoup de concurrents. Pour n'en citer qu'un, Warrior Network, même si maintenant il n'existe plus, ou encore Ivalice. Et il y avait pas de place pour s'implanter sur ce marché-là. Donc plutôt que de vouloir intégrer un serveur OTLK, on a préféré déjà voir l'avenir. Et l'avenir pour nous, c'était Cataclysme. D'accord. Et sur le long terme, est-ce que vous comptez du coup faire un serveur Mist of Pandaria ou bien... Alors là, c'est une question qui commence à nous devenir récurrente depuis peu, puisqu'il y a eu des annonces de Blizzard par rapport à cette prochaine extension. Alors oui, on était obligé de se préparer au fait qu'il allait y avoir une nouvelle extension qui allait sortir. Ça, on s'en doutait parfaitement, et on pense que Mist of Pandaria, dans ce cas-là, sortira à la fin de l'année 2012. Quant à savoir, est-ce qu'on va pouvoir répondre présent dès le début? On ne sait pas encore, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de l'avancée du royaume cataclysme que l'on propose, puisqu'à l'heure actuelle, on a encore beaucoup de choses à proposer par rapport à cette extension, et ça nous semblerait, comment dire, déplacé de proposer la prochaine extension, sachant qu'il resterait encore beaucoup de contenu au sein de Cataclysme à offrir aux joueurs. Et qu'il y a des gens qui comptent sur nous pour avoir un Cataclysme le plus fonctionnel possible. Donc le souci, c'est que si on commence à se concentrer sur la prochaine extension, c'est un temps qu'on ne pourra pas consacrer à l'univers de Cataclysme. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas définir si on va se pencher immédiatement sur Mist of Pandaria. Par contre, c'est une question qu'on risque de se reposer au fil du temps et à laquelle il va falloir répondre favorablement par la suite. Mais à l'heure actuelle, c'est pas encore le cas. Notre objectif principal, c'est de développer Cataclysme et de proposer un contenu avec un univers jouable et agréable pour les joueurs. Concernant justement le serveur Cataclysme, combien de temps il aura fallu à vos développeurs de mettre en place le serveur tel que nous le connaissons maintenant, c'est-à-dire qu'il soit à peu près stable, qu'il soit jouable avec les nouvelles quêtes débuggées, les nouveaux décors implantés? Vous voulez dire en fait à partir de quel moment est-ce que le serveur est devenu jouable pour les joueurs? Ouais, en gros c'est ça. Alors c'est difficile de déterminer ce que signifie le terme jouable, en fonction de chacun, on voit pas les choses de la même manière. Je vois d'ailleurs difficilement en fait comment répondre à cette question, étant donné que jour après jour le serveur devient de plus en plus jouable et que encore à ce jour des joueurs prétendent que Aurore n'est pas un serveur jouable. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Mais je pense qu'on a franchi un cap à partir de février 2011, puisque durant notre premier mois d'existence, en fait, le serveur avait des gros problèmes de stabilité, avec beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. On était encore en train de travailler sur ce qu'on appelle les opcodes, qui permettaient d'avoir des fonctions de base fonctionnelles au sein du jeu. Et jusqu'à ce moment-là, il y avait encore des choses telles que constituer un groupe ou rentrer dans une instance qui étaient encore infaisables. D'accord. À partir de février 2010, à partir de février 2011 plutôt, on a vraiment commencé à avoir un univers qui pouvait proposer un contenu intéressant, puisque les joueurs pouvaient commencer à jouer réellement, et surtout il n'y avait plus de crash, parce qu'à cette époque-là, pour ceux qui s'en souviennent, il n'était pas rare d'avoir minimum 40 crashs par jour durant le mois de janvier, si ce n'est plus. À notre jour d'ouverture, on n'arrivait pas à tenir plus de 5 minutes sans un crash. Oula. Bon, ça a dû être assez décourageant au début. Au niveau du découragement, pas vraiment en fait. Tout simplement parce que on savait très bien aussi que le développement du serveur se ferait en parallèle de l'évolution du serveur et en l'évolution du temps. Donc on savait très bien qu'il y aurait des problèmes au début, qu'il y aurait des gros soucis et qu'il y aurait pas mal de fonctionnalités qui seraient pas disponibles. C'est notamment le cas, par exemple, pour ne citer que ça, de l'hôtel de vente, pour ne citer que les montures volantes, les montures qui n'étaient pas accessibles aux joueurs. Ça ne l'a pas été pendant un certain temps non plus.
tout ça, on était conscient que qu'on allait forcément avoir des soucis avec ce genre de choses. Et après, c'est toujours pareil, c'est un développement continu, c'est du travail continu pour essayer de débugger ça au plus vite. Donc après, c'est une gestion des priorités, essayer de trouver les meilleures priorités à développer pour les joueurs, pour satisfaire les joueurs. C'est pas toujours simple de choisir, mais on essaye de le faire du mieux possible. D'accord. Et justement, on fonctionne par objectif puisque ça nous permet déjà d'avoir un aperçu à court terme de ce que doit devenir Aurore. Et surtout, si on arrive à atteindre ces objectifs, ça nous permet également de nous encourager en fait ce système de fonctionnement. Puisque si on ne se fixait pas de ces objectifs-là pour avancer au sein d'Aurore, on aurait plutôt tendance effectivement à être découragé puisque développer tout l'univers de Cataclysme, c'est un univers qui est énorme et on n'en voit réellement pas le bout. Donc ce système de fonctionnement permet, j'ai envie de dire, de motiver les troupes, de voir une avancée non seulement pour les joueurs mais également pour notre équipe et de mieux répartir après notre stratégie de développement. Donc maintenant, question suivante. Peut-on qualifier Aurore de serveur privé et pourquoi? Alors non, Aurore n'est pas un serveur privé. On ne peut pas employer ce terme-là puisque les serveurs privés sont des serveurs qui sont illégaux. Aurore respecte parfaitement la législation française qui est on respecte la législation française. Donc on ne va pas non plus rentrer dans le détail pour ne pas donner après des pistes à nos concurrents. Mais Aurore n'est pas un serveur privé. Et quelle est la politique d'Aurore ou son leitmotiv, comment dire? La politique d'Aurore, c'est avant tout en fait de proposer un contenu pour les joueurs et de développer un serveur avant tout pour les joueurs. On ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour les gens qui veulent jouer et découvrir cet univers. Et c'est là où on voit vraiment la différence de qualité par rapport à nos concurrents. Et je pense que nos joueurs peuvent l'affirmer par rapport à ça. Il y a une nette différence. Donc le fait de monter toutes ces structures à destination des joueurs, ça change toute notre politique. On fait pas les choses n'importe comment. Et on est là en fait, on doit se justifier à destination des joueurs et expliquer pourquoi on fait les choses ainsi. Le fait d'appliquer une telle politique, ça permet de mettre en avant une certaine qualité, voire une très haute qualité que beaucoup de concurrents ne peuvent pas atteindre. Et ça permet en plus de nous démarquer et de justifier en fait la réussite que rencontre Aurore jusqu'à présent. Alors ensuite, ça me permet aussi de rappeler que dans notre politique, il ne faut pas l'oublier, Aurore est une structure commerciale. Donc notre politique est également à but commercial, même si on privilégie avant tout le confort du joueur. Par quels moyens avez-vous pu attirer les joueurs à bénéficier de vos services? Et qu'est-ce qu'Aurore a de plus que les autres serveurs n'ont pas? Alors j'ai envie de dire déjà ce qu'on a de plus que les autres serveurs, c'est une équipe compétente qui travaille jours et nuits, ça c'est clair et qui répond très rapidement en cas de problème. C'est pas rare que Nobodai ou moi-même ayons reçu des coups de fil à 4 heures du matin sous prétexte qu'il y avait un problème au niveau du serveur et donc justement il fallait se réveiller pour intervenir au plus vite. Carrément? Ouais, quand c'est nécessaire, il faut qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible. Ah bah. Aurore est une structure commerciale, donc de ce fait, on est censé se dévouer en fait pour cette structure et agir dans les plus brefs délais pour le fonctionnement non seulement d'Aurore, mais également pour le bien de la communauté. D'accord. Et donc pour attirer les joueurs, vous avez dû faire un peu de pub, non? Alors la publicité, c'est un bien grand mot. On a l'impression qu'il suffit simplement d'aller un peu partout et de crier par corps et âme en fait que le serveur est présent et qu'il faut venir. Généralement, j'appelle ça c'est plutôt de la contre-publicité puisque ça a tendance à faire peur aux joueurs et à faire croire que c'est un serveur qui n'en vaut pas la peine. Donc c'est pas aussi simple en fait. La communication, c'est un univers qui est beaucoup plus complexe. Ça consiste à donner une image. Et une image, c'est ce que va percevoir en fait un joueur au fil du temps. Donc c'est pour ça en fait que Aurore, on l'a créé bien avant la sortie de Cataclysme et qu'on a eu un site qui a ouvert le 1er octobre 2010. Ça permettait déjà d'être présent sur la toile et de commencer à se faire connaître. D'autant plus que Cataclysme était un sujet de recherche de plus en plus courant et de ce fait, ça permettait à Aurore
d'être classé, enfin d'être correctement référencé sur les moteurs de recherche et ainsi de permettre aux joueurs de nous trouver beaucoup plus facilement. Le fait d'être d'être bien référencé, ça nous permettait d'être correctement trouvé par les joueurs et de fil en aiguille, il y avait de plus en plus de joueurs qui entendaient parler de Aurore avant même que nous soyons ouverts. Ensuite, notre politique de communication a fait que, justement, on communiquait correctement sur tout ce que l'on réalisait. On expliquait bien en détail tout ce qui était fait jour après jour à destination des joueurs. Ça permettait d'instaurer une certaine confiance, une certaine image de marque, qui a permis aux joueurs de parler d'Aurore, de nous faire connaître, et ainsi, lorsqu'on a communiqué sur notre sortie, l'ouverture du Royaume Cataclysme, on a eu un pic de joueurs qui a été juste monumental, puisque jusqu'à présent d'ailleurs, Aurore n'a jamais réussi à faire un meilleur chiffre que le 7 janvier lorsque nous avons ouvert. D'accord. Donc ça veut dire que les autres jours de l'année, ça veut dire que bon, il y a eu un petit peu moins de joueurs. Ça veut dire qu'on n'a jamais eu autant de joueurs voulant se connecter sur nos services en dehors de ce 7 janvier. À tel point d'ailleurs qu'on a eu nos machines qui ont saturé et qui ont complètement planté pendant quelques heures. D'accord. On était un peu victime de notre succès à ce moment-là d'ailleurs. On n'avait pas espéré avoir autant de monde à ce moment-là. Ce qui a créé cet engouement également, c'est qu'étant donné qu'on a été le premier serveur à proposer un Royaume Cataclysme en France, fait que les joueurs n'attendaient que ça en fait. À ce moment-là, on n'avait pas de concurrent. Donc ce fameux 7 janvier, alors, est-ce que vous avez donc une idée du nombre de joueurs qui ont pu se connecter? Ben après, c'est très difficile à déterminer. Disons qu'à l'heure actuelle, c'est difficile de donner des chiffres. En fait, on a plus de 300 000 pages vues à l'heure actuelle par mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, par rapport à la moyenne que nous réalisons en fait de manière journalière, donc 300 000 divisé par 30, ça va nous donner une valeur d'ailleurs. 10 000, non? Ouais, ça fait 10 000. Effectivement, oui. Donc à l'heure actuelle, on a plus de 10 000 pages vues par jour. Et d'habitude, en temps ordinaire, on a plus de 10 000 pages vues sur le site Aurore. Et le jour de l'ouverture du Royaume Cataclysme, on a eu plus de 30 000 pages vues. Et cette valeur-là, à l'heure actuelle, on n'arrive pas à la réatteindre. Malgré le nombre de joueurs quotidiens que nous avons, qui est quand même énorme, on n'arrive pas à retrouver cet engouement en fait qu'il y a pu avoir le 7 janvier. Mais c'est tout à fait normal, ça s'explique par le fait que, étant donné que nous étions les premiers à ouvrir, tout le monde attendait un tel serveur. Donc c'est pour ça qu'on a eu autant de succès dès le premier jour. Mais j'ai envie de dire, après c'est comme toute ouverture, généralement le jour où on ouvre un service, on a beaucoup de monde qui arrive pour ne serait-ce que voir en fait ce que ça va donner, et qui ensuite repart. C'est tout à fait logique. Et, donc comment Aurore est-il parvenu à obtenir le titre de meilleur serveur Cataclysme en France? Alors ce titre, il y a aucune personne qui le délivre, il n'y a pas un organisme ou une association qui peut se permettre de définir que nous sommes le meilleur serveur. De toute manière, tous les serveurs se prétendent meilleurs serveurs sur le marché français. Alors ça va de soi, c'est de bonne guerre. Si Aurore se permet d'employer un tel terme à présent, c'est qu'on a des valeurs à mettre en avant. Si on prétend qu'on est le meilleur serveur, c'est parce que déjà non seulement à l'heure actuelle, ce Cataclysme, c'est nous qui proposons le contenu le plus avancé. Aucun autre serveur ne propose tout le contenu que Aurore offre. Autant au niveau instance qu'au niveau par exemple des sorts aussi ou jouabilité. Donc ça c'est le premier point. Au niveau SAV, c'est-à-dire service après-vente, même si on ne fait pas de vente à proprement parler, j'entends par là l'équipe de MJ. On a une équipe qui est professionnalisée, qui a été formée et qui intervient le plus rapidement possible en étant strictement impartial par rapport à tous les événements. Donc ça aussi, aucun autre serveur n'est en mesure de proposer un tel service. J'allais dire un service même week-end. L'autre point encore sur lequel on peut se différencier au niveau de la qualité, c'est au niveau de la stabilité. Aucun autre serveur n'est en mesure de proposer un royaume qui n'a aucun crash durant toute une journée. Personne ne propose un tel service. Ensuite, un autre point encore qui nous différencie, qui nous permet de dire que nous sommes le meilleur serveur, c'est que nous sommes à l'heure actuelle le Royaume Cataclysme qui regroupe le plus de joueurs.
Ça, c'est incontestable. Il suffit de regarder les statistiques et on verra très bien qu'à tout moment de la journée, Aurore est le serveur numéro 1 au niveau de la population, présente sur un royaume cataclysme. Donc maintenant, j'aimerais poser encore 3 questions, mais ça concernera cette fois le staff d'Aurore. Donc, donc maintenant, comment avez-vous fait pour trouver et recruter des MJ? En ce qui concerne les MJ, on est vraiment assez strict. Donc comme l'a dit Jolan tout à l'heure, les personnes qui sont recrutées sont professionnalisées. C'est vraiment un travail qui est pas aussi simple qu'on pourrait le croire parce que il y a vraiment un contact direct avec le joueur à essayer de lui apporter la meilleure aide possible. Et à ce sujet-là, on essaye d'avoir vraiment des MJ qui connaissent déjà un peu l'ambiance de WoW, qui connaissent son fonctionnement, qui ont déjà des compétences en termes de MJ, et après vraiment qui sont motivés. Donc on a fait plusieurs vagues de recrutement. On recrute un petit peu en continu. Et c'est vrai que les MJ sont vraiment triés sur le volet. Il faut savoir que depuis le début, je pense qu'on doit être à peu près à une centaine de candidatures, voire même un peu plus. Et on a dû avoir une vingtaine de MJ qui sont passés dans Aurore. Donc on fait vraiment un tri. On garde pas la plupart des gens. Il faut avoir déjà une écriture irréprochable, pardon. Il faut arriver à être le plus correct possible, complètement impartial, et il n'y a pas du tout cette idée aussi de profiter du fait d'être MJ pour s'ajouter un petit peu de stuff, se donner un petit peu quelques avantages in-game. Il n'y a vraiment aucun cas de ce genre qui arrivait, et si ça arrivait, les personnes seraient directement dehors de l'équipe. D'accord. Et pour les développeurs, en ce qui concerne les développeurs, même question, comment est-ce que vous avez fait pour les recruter? Alors là, c'est difficile. En ce qui concerne la partie développement, on a au début tourné pendant plusieurs mois à 2 personnes. Et petit à petit, on a essayé de chercher un petit peu quelqu'un d'autre. Et on privilégie pas forcément l'expérience au niveau du développement, parce que développer un serveur WoW, trouver des gens qui ont de l'expérience, c'est pas simple. On cherche avant tout des personnes qui sont motivées et qui ont envie d'apprendre. Avant même de commencer à travailler sur le serveur, il y a vraiment un apprentissage qui doit être fait, savoir comment ça fonctionne. C'est un projet qui est quand même conséquent. Il faut savoir, bon, j'ai déjà pu donner les chiffres, mais il faut savoir que c'est à peu près 600 000 lignes de code concernant uniquement le serveur, donc uniquement la partie logicielle. Après, tout ce qui est base de données, on est quasiment à 2 millions de lignes d'entrée en base de données. Donc c'est vraiment un projet qui est quand même assez conséquent. Pour donner toutes ces informations-là, nous après on essaye de former les développeurs. On essaye de leur donner le plus d'informations possible, mais il faut avant tout de la motivation et vraiment une certaine passion pour le métier, pour apprendre, pour avoir envie de chercher, pour avoir envie de comprendre le fonctionnement. Et bah pour l'instant, c'est aussi pour ça qu'on est une équipe assez limitée en termes d'effectifs, mais on privilégie uniquement les personnes motivées. Et pour l'instant, ça nous réussit pas mal, je pense. Bon, alors question suivante. Comment les tâches alors sont-elles réparties entre les administrateurs, les MJ et les développeurs? Alors en fait, il y a différentes équipes au sein d'Aurore qui n'ont pas les mêmes pouvoirs et les mêmes objectifs. Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est répartir les différents pouvoirs au sein de différentes personnes pour éviter qu'une seule et même personne centralise tous les pouvoirs et puisse avoir tendance en fait à avoir ce sentiment de puissance en fait qui puisse monter à la tête. Puisque le problème avec ce type de responsabilité, c'est que plus on en détient, plus on finit par être déconnecté de la réalité et à finir par faire n'importe quoi. Donc ça, on voulait s'en prémunir. Donc par rapport à ça, on a fait une première équipe, qui est l'équipe de MJ, qui est gérée par un responsable MJ. Cette équipe, son objectif, c'est
Elle est là pour privilégier la qualité de jeu et garantir le confort de jeu des joueurs. Donc sa mission principale, c'est de faire en sorte que le joueur se plaise au sein d'Aurore et puisse répondre à ses exigences. Donc dès l'instant où il y a des soucis, des bugs prioritaires ou autres qu'elle commence à détecter, elle va venir en fait nous les référencer pour nous dire voilà, on a un problème, il faut que vous puissiez corriger ce problème-là très rapidement, puisque sinon ça va se répercuter directement sur les joueurs et les joueurs risquent d'être mécontents. Donc eux, ils sont là pour garantir la qualité de jeu des joueurs. Ensuite, il y a l'équipe de développement. L'équipe de développement, elle, n'est pas du tout là pour répondre aux besoins des joueurs, elle est là pour faire du debug et du script. C'est-à-dire qu'à cette équipe, on lui dit ce qu'on a besoin de réaliser. Et elle fait en sorte ensuite de produire ce qu'on lui demande. Donc c'est une équipe qui est surtout au niveau de la production et qui essaie de remplir en fait les objectifs qu'on lui demande mensuellement. C'est d'ailleurs le planning que les joueurs peuvent voir tous les mois en fait sur le forum, que l'on communique. Ce sont leurs objectifs principaux en fait en cours de mois. Et ensuite, après, il y a l'équipe d'administration. Elle encore, elle a un autre fonctionnement. Elle est chargée en fait de garantir en fait le bon déroulement des prestations de services au sein d'Aurore. C'est-à-dire qu'il y a certes l'équipe des MJ, l'équipe de développement qui est présente, mais il faut faire aussi en sorte que ces deux équipes puissent cohabiter, qu'elles puissent comprendre les joueurs et que le tout avance de manière cohérente. D'accord. Donc, en moyenne, combien d'heures par semaine les membres du staff travaillent-ils sur le serveur? Alors là, après, c'est très difficile. Ça dépend de l'emploi du temps de chacun. Certains ont des activités quand même importantes à réaliser chaque jour en dehors d'Aurore. Donc, ils ne sont présents que le soir. Mais pour faire un calcul assez rapide, ces personnes-là doivent quand même passer facilement 3 à 4 heures chaque soir sur Aurore. Donc au sein d'une semaine, ça fait une trentaine d'heures. Oui, 4 fois ça, oui. Ça fait 28 heures comme le disait Fahrenheit pour ceux qui consacrent le moins de temps au sein d'Aurore. Après, on a des personnes qui ont des emplois du temps beaucoup plus soft, on va dire, qui leur permet d'être présents durant toute la journée ou généralement durant une bonne partie de la nuit. Donc ces gens-là, j'ai pas peur de dire qu'ils consacrent facilement 8 heures par jour. Et 8 heures par jour qu'ils vont consacrer sur 7 jours. Hein. Il n'y a pas de jour de repos à proprement parler au sein d'Aurore. Donc 8 fois 8, ça fait quand même 64 heures. On est loin des 65 heures, des 34 heures qu'on est censé faire au niveau législatif français. Et puis alors après au niveau de l'administration, alors nous on compte pas nos horaires parce qu'on est censé être présent à tout moment de la journée et on a tendance à faire facilement 10 à 12 heures par jour en fait, hein, puisqu'on est censé être disponible à tout moment. Et donc là ça se comptabilise plus, j'ai envie de dire, hein. C'est possible de compter à notre niveau. D'accord. Il faut être là à chaque fois quoi. Donc après c'est clair que pour certaines parties, il y a certaines personnes qui ont des travaux à l'extérieur aussi d'Aurore, mais il faut être présent, il faut pouvoir être présent pour les joueurs et pour tous les problèmes qui peuvent avoir lieu sur le serveur. Ah ouais, prenez le temps de dormir quand même un petit peu, hein. On essaye. Voilà, bon ben au niveau des questions, c'est tout ce que j'avais préparé en gros. Donc après si vous avez quelque chose à rajouter, vous pouvez, hein. Non, bah, pas grand chose à rajouter pour moi. J'espère que ça sera bien compris pour les joueurs et qu'ils seront intéressés d'écouter cette interview. Voilà, donc je vous remercie pour cette interview et pour le temps que vous y avez consacré. Donc je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt sur Aurore Serveur.